Bonjour, c'est Clémentine Spiller pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 4 novembre dernier, le Parisien révélait l'ouverture d'une enquête par le parquet de Paris dans l'affaire Mohamed Al-Fayed. Méconnu en France, cet homme d'affaires égyptien décédé en 2023 avait été propriétaire du Ritz, le palace parisien de la place Vendôme, et aussi des très chics magasins Harrods à Londres. Et depuis sa mort et la sortie d'un documentaire par la BBC, Mohamed Al-Fayed a été accusé de viol et d'agression sexuelle par près de 200 femmes. Une majorité de ces faits ont eu lieu en Angleterre, mais d'autres se sont déroulés en France, notamment à Paris et au Ritz. L'hôtel mythique est ainsi suspecté d'avoir été le rouage d'une traite d'êtres humains orchestrée par le milliardaire. On revient sur cette tentaculaire affaire de prédation sexuelle et sur le profil de Mohamed Al-Fayed dans cet épisode de Code Source avec Nicolas Jacquard, grand reporter au service police-justice du Parisien. Nicolas Jacquard, tout commence avec la diffusion d'un documentaire sur la BBC, la télévision publique britannique, le 19 septembre 2024. Qu'est-ce qu'il y a dans ce documentaire ? Alors il y a d'abord un titre assez percutant puisque ce documentaire s'intitule « Un prédateur chez Harrods ». Et dans ce documentaire, on découvre les témoignages de 37 femmes qui accusent Mohamed Al-Fayed soit d'agression sexuelle, soit de conduite inconvenante. Et parmi ces femmes, il y a son assistante personnelle dont le témoignage va donner un relief tout autre à ce documentaire-là. Suite à la diffusion de ce documentaire, des dizaines d'autres femmes vont témoigner auprès de la police et auprès de la BBC. Oui, alors ce documentaire va susciter une vague de témoignages. On a, dans les semaines qui suivent sa diffusion, 150 femmes qui vont faire ce que les avocats anglais appellent des demandes de renseignements. Et parmi l'ensemble de ces femmes, il y en a 5 qui, plus précisément, accusent Mohamed Al-Fayed de viol. Si la majorité des faits dont est accusé Mohamed Al-Fayed se sont déroulés en Angleterre, il y a aussi certains faits qui ont eu lieu en France et notamment à Paris, c'est ça ? Oui, parce que Mohamed Al-Fayed, on y reviendra, était à la tête d'un empire financier, d'un empire immobilier. Il avait un certain nombre de biens, de possessions. Alors en Angleterre, il était le propriétaire des magasins Harrods, célèbres magasins qu'on pourrait un petit peu comparer aux Galeries Lafayette françaises d'une certaine manière. Et puis Mohamed Al-Fayed, il avait également de nombreux biens immobiliers en France, y compris l'hôtel Ritz, donc palace 5 étoiles situé sur la place Vendôme à Paris. Alors on va revenir sur la chronologie de ces révélations et sur ce que racontent les victimes présumées d'un comportement de prédation extrêmement rodé. Mais pour bien comprendre, on fait un retour sur le parcours de cet homme d'affaires né en 1933 à Alexandrie, en Égypte. Dans quel genre de famille grandit Mohamed Al-Fayed ? Alors il grandit dans une famille qui est plutôt modeste, sans être non plus extrêmement pauvre. Il est fils d'instituteur. C'est un enfant qui va commencer à travailler très tôt. Il sera notamment vendeur de boissons fraîches à ce moment-là dans les rues de sa ville d'Alexandrie. Et puis c'est un enfant, un adolescent qui est décrit à ce moment-là comme charmeur et également très ambitieux. En 1954, à 21 ans, il épouse la fille d'une puissante famille saoudienne. Oui, alors Mohamed Al-Fayed a rencontré cette femme, sa future femme, Samira Khashoggi, sur la plage à Alexandrie, dit un petit peu la légende. Et Samira Khashoggi, c'est tout sauf n'importe qui. C'est la sœur d'Adnan Khashoggi, qui est un grand homme d'affaires saoudien. Et à partir de là, Mohamed Al-Fayed a 21 ans et il va commencer à mettre véritablement un pied dans les affaires. D'abord au Moyen-Orient, il va également monter une compagnie maritime en Égypte et il va se diversifier assez rapidement. Avec son épouse Samira Khashoggi, il aura un fils. Oui, il a ce fils 1 an seulement après son mariage, donc en 1955, un fils qu'il va prénommer Dodi. On reviendra à ce fils Dodi Al-Fayed, mais à l'époque, Mohamed Al-Fayed n'a qu'un souhait, s'implanter en Europe, notamment à Londres, mais aussi à Paris. Et c'est d'ailleurs dans la capitale française qu'il va acquérir un hôtel de luxe, le Ritz. Oui, en 1979, il achète le Ritz pour 30 millions de dollars. À travers cette acquisition, c'est aussi quelque part un symbole du luxe à la française, de l'image de la France qu'il va acquérir. De la même manière, il va commencer aussi à tisser cette
cet empire immobilier. Il va acheter un certain nombre de biens. Il achète une villa à Saint-Tropez. Il achète également à Paris un grand appartement sur les Champs-Élysées. Et puis aussi, encore une fois, un symbole, cette fois, de l'amitié franco-anglaise qui est la Villa Windsor qui se trouve dans le Bois de Boulogne à Paris. Cette villa à Windsor, c'est un hôtel particulier qui a abrité de grands noms comme celui du général de Gaulle, mais elle a aussi appartenu au roi d'Angleterre, Édouard VIII, devenu duc de Windsor après son abdication. Et ça, pour Mohamed Al-Fayed, qui veut se rapprocher de la haute société anglaise, c'est un signe de prestige. Il y en aura d'autres. Dans les années 80, l'homme d'affaires achète un appartement dans les quartiers chics de Londres, tout près du grand magasin Harrods, et il a les yeux rivés sur cette institution du luxe anglais. C'est véritablement une institution, c'est un symbole de l'Angleterre, c'est aussi un lieu touristique. Quand les gens vont en visite à Londres, on va chez Harrods. Et pour Mohamed Al-Fayed, c'est véritablement l'image de l'Angleterre qu'il veut acquérir et aussi pour lui la marque qu'il est arrivé là où il le souhaitait. Mohamed Al-Fayed va effectivement acquérir Harrods en 1985 et cette acquisition va donner lieu à un scandale, c'est ça ? Oui, parce que cette acquisition, elle a été difficile techniquement. Pour Mohamed Al-Fayed, c'était tout sauf gagné de pouvoir mettre la main sur Harrods. Alors, il a procédé comme le véritable loup des affaires qu'il est déjà. Il a été le faux-nez d'une grosse structure financière et d'ailleurs, c'est le patron de cette structure financière qui l'avait mis en avant en tant qu'intermédiaire. Et puis, Al-Fayed, il va lui ravir Harrods au nez à la barre de ce milliardaire. Et on voit que pour lui, déjà, tous les coups sont permis d'une certaine manière et les tabloïds anglais, on les connaît, vont s'en donner à cœur joie parce que au fil des mois, des années qui vont suivre cette acquisition, ils vont pouvoir mettre en évidence qu'il y a eu parfois des députés qui peut-être ont été soudoyés, justement des gens que Al-Fayed invitait par exemple au Ritz à Paris. Donc il y a cette légende noire, si je puis dire, de l'homme d'affaires qui est en train de se créer à ce moment-là. À mesure qu'il prend de l'ampleur en tant qu'homme d'affaires, Mohamed Al-Fayed cherche toujours à gagner en statut social. Oui, parce qu'il a donc réussi dans les affaires à cette étape-là de sa vie. Il a acheté, on l'a dit, Harrods, il a acheté le Ritz. Et Mohamed Al-Fayed, c'est quelqu'un qui a toujours eu cette soif de reconnaissance sociale. Ce que l'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, son véritable nom de naissance, ce n'est pas Al-Fayed, mais Fayed, tout court. Et Mohamed Al-Fayed va donc rajouter ce Al qui lui donne une forme de noblesse et ça, en Angleterre, ça ne va pas passer parce que la presse anglaise, notamment la presse tabloïde, va se rire de lui en expliquant qu'il a fait cet ajout et en le surnommant le pharaon bidon. Et ce qu'il faut voir aussi à travers ce surnom, c'est une certaine forme de racisme dont il est certain que Mohamed Al-Fayed l'a assez mal vécu. Et dans cette quête de reconnaissance, Mohamed Al-Fayed fait tout pour se rapprocher de la famille royale sans pour autant y parvenir. Oui, parce que c'est bien sûr une spécificité anglaise, cette famille royale. Et si vous voulez accéder à la bonne société anglaise, eh bien vous êtes obligé de vous rapprocher, à quelque titre que ce soit, de la famille royale anglaise. À ce moment-là, on sait que Diana s'est mariée avec le prince Charles en 1981. On connaît justement toutes les péripéties de cette union et aussi la manière dont Diana ne rentrait pas dans le moule a été en quelque sorte mise de côté ou mise sur la touche par la famille royale anglaise. Mohamed Al-Fayed va se rapprocher de Diana. Il y a un petit peu cette similarité entre les deux, justement, de deux personnages qui à un moment ont été mis au banc ou en tout cas n'ont pas pu accéder autant qu'ils l'auraient souhaité à la famille royale et à la bonne société anglaise, et les deux vont nouer une amitié. On fait un saut dans le temps. En 1997, une idylle très médiatisée naît entre Dodi Al-Fayed, le fils de Mohamed Al-Fayed, et l'ex-princesse Diana, qui a divorcé du prince Charles. Oui, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est véritablement absolument mondial, cette idylle entre Diana et Dodi. Et d'ailleurs, il faut rappeler que les deux se sont rencontrés par l'intermédiaire de Mohamed Al-Fayed qui, on le disait justement, a noué cette amitié avec Diana. Et puis, il y a cette image assez mythique du couple que forment Diana et Dodi, où on les voit sur la Côte d'Azur, en France, passer des vacances sur le yacht de Mohamed Al-Fayed. Et c'est une image qui, aujourd'hui, fait partie vraiment de la culture populaire et que tout le monde ou presque connaît. Madame, monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire
milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi. Et Dodi Al-Fayed sera le dernier compagnon de Diana puisqu'ils vont trouver la mort dans un accident de la route le 31 août 1997. Le 31 août 1997, leur Mercedes, poursuivie par des paparazzis, s'encastre sous le pont de l'Alma à Paris. C'est un drame qui secoue autant la France que l'Angleterre. Il dit aussi, encore une fois, les liens qui sont ceux entre l'Empire, la famille Al-Fayed et la France, puisque Dodi et Diana, à ce moment-là, étaient partis du Ritz où ils séjournaient. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que pour Mohamed Al-Fayed, la mort de son fils, au-delà du drame que représente la perte d'un enfant, c'est aussi un avant et un après dans sa manière d'appréhender le monde, parce qu'il restera jusqu'à la fin de sa vie persuadé qu'il y a eu une conspiration, que cet accident n'en est pas un, et à partir de là, il va consacrer une grande part de sa fortune à essayer de prouver sa vision des choses, mais l'enquête, comme les faits, ne lui donneront jamais raison. La série The Crown, diffusée sur Netflix, qui suit la vie de la famille royale britannique sous le règne de la reine Elisabeth II, révèle le personnage de Mohamed Al-Fayed au grand public. Il y tient une place de choix. Mohamed Al-Fayed, plus de 4 ans se sont écoulés depuis le tragique accident de voiture qui a coûté la vie à votre fils et à la princesse Diana. C'était un meurtre, un assassinat. Commis par qui? Par ces vampires de la famille royale britannique. Une bande de criminels, voilà ce qu'ils sont. Des terroristes. Quand ils ont découvert que la princesse Diana portait l'enfant d'un musulman, c'est bien simple, ils l'ont tué. Vous parlez toujours de la famille royale? Pas en personne, bien sûr. Ils ont envoyé leurs services secrets, le MI5, le MI6, le MI7, vous savez, tout leur James Bond. Ils ont éliminé cette femme sublime, jeune et innocente, et m'ont dodé aussi avec un équipement militaire spécialement prévu pour ça et des flashs aveuglants. Il se trouve que je dispose de nouvelles preuves, de témoignages d'experts, ainsi que des images de vidéosurveillance. Et grâce à ça, je vais enfin obtenir ma justice. Nicolas Jacquard, la série diffusée de 2016 à 2023 et qui se veut pourtant au plus proche du réel, n'aborde pas la question des plaintes à l'encontre de Mohamed Al-Fayed. Alors bien sûr, on est avant le scandale de grande ampleur qu'on connaît aujourd'hui, mais quand même, des plaintes contre lui, il y en avait déjà eu quelques-unes. Oui, et cette série, véritablement, elle aurait pu partir sur ce terrain-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que au fil de sa carrière d'homme d'affaires, à différentes reprises, des femmes ont expliqué qu'elles avaient été victimes d'Al-Fayed. On a, par exemple, dès 2008, une adolescente de 15 ans qui dit que un jour, dans les couloirs du magasin Harrods, dont il est le propriétaire, eh bien, il s'est présenté vers elle, qu'il a essayé de l'embrasser de force. En 2013, on a également plusieurs femmes qui disent avoir été agressé sexuellement par Mohamed Al-Fayed, et à diverses reprises, la presse anglaise va se faire l'écho de ces agissements, mais sans qu'on ait véritablement la notion d'un système, ce que va apporter le documentaire de la BBC. Et il n'y a pas non plus de suite judiciaire donnée à ces accusations. Oui, alors d'abord parce que il va y avoir des contre-feux allumés par Al-Fayed. On connaît sa puissance financière, on connaît sa position dans l'establishment anglais, et chaque fois qu'une victime va se présenter et dire ce qu'elle a vécu, en face, il y a un rouleau compresseur qui va se mettre en place, un rouleau compresseur médiatique, des avocats qui vont aussi faire pression. Et par exemple, cette adolescente dont on parlait, on va dire qu'elle a fabulé, on va tout faire pour la décrédibiliser. Et de la même manière, là où on aurait pu attendre des autorités anglaises, de la police anglaise, qu'elles se saisissent de ces dossiers, eh bien à chaque fois, les enquêtes n'auront pas de suite. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Le 19 septembre 2024, la BBC diffuse donc un documentaire dans lequel 37 femmes l'accusent de violences sexuelles et notamment pour 5 d'entre elles de viol. Mohamed Al-Fayed, former owner of Harrods, the UK's largest luxury department store, has been accused of rape by 5 female ex-employees. Ce documentaire, il va véritablement permettre la libération de la parole, et puis surtout, il va mettre en évidence qu'au-delà de ce qu'on pensait être des cas individuels, même s'ils se sont succédés au fil des années, eh bien cette fois, on a affaire à un véritable système. Et c'est en ça que le documentaire de la BBC, vraiment, est un choc à ce moment-là en Angleterre.
Et ce système de prédation qui se dessine au fil des témoignages autour de Mohamed Al-Fayed, comment est-ce qu'il fonctionnait ? Alors, Mohamed Al-Fayed employait un grand nombre de jeunes femmes pour ses magasins, et notamment pour Harrods. Et en fait, il se servait de ça, de ses recrutements. Il utilisait sa puissance financière et sa position de patron d'Harrods pour recruter ces femmes. Et on découvre qu'en fait, ce système était extrêmement bien rodé, qu'il y avait des assistantes qui venaient d'une certaine manière rabattre les jeunes femmes, leur proposer des postes aux côtés d'Al-Fayed. Alors, soit on leur proposait d'être vendeuses ou directrices des ventes chez Harrods, soit on leur proposait également d'être assistantes personnelles d'Al-Fayed. Elles devaient passer un certain nombre d'examens, notamment des examens médicaux. On leur donnait de l'argent liquide et des sommes plutôt conséquentes, ce qui leur faisait un petit peu briller les yeux, parce que souvent il s'agissait de très jeunes femmes qui venaient par exemple de finir leurs études et qui cherchaient un premier job. Et c'est à ce moment-là qu'intervenaient les agressions ou les viols, parce que Mohamed Al-Fayed allait soit de manière explicite leur proposer justement de coucher avec lui contre rémunération, des rémunérations annuelles, et puis parfois aussi il agissait par surprise avec des jeunes femmes qui pensaient se rendre légitimement à un entretien d'embauche assez classique et qui étaient agressées sur le lieu de cet entretien par Al-Fayed. On peut aussi rappeler que certaines n'ont pas été agressées d'emblée, mais qu'elles sont rentrées à son service et que c'est au fur et à mesure de ces premières semaines, de ces premiers mois d'embauche qu'elles ont découvert qui il était vraiment. On l'a dit, certains de ces faits ont aussi eu lieu en France. En septembre 2024, Nicolas Jacquard, vous publiez dans les pages du Parisien le témoignage de Christina Svensson. Qui est-elle et qu'est-ce qu'elle vous dit ? Alors Christina, c'est l'une des très nombreuses victimes de Al-Fayed. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 450 personnes qui font partie du collectif de victimes, soit qu'elles ont été victimes de violences physiques, soit psychologiques. Et Christina, c'est une femme qui est née en Californie, aux États-Unis, qui est arrivée en France et qui, à l'âge de 30 ans, en 1998, est rentrée au service d'Al-Fayed. Elle a ce profil international que recherchait Al-Fayed, quelqu'un qui parle plusieurs langues et donc elle va rentrer à son service via le Ritz à Paris. Elle va nous raconter l'ensemble des violences physiques dont elle a été victime de la part d'Al-Fayed. Qu'est-ce qu'elle vous décrit comme type de violence ? Alors des violences qui sont allées crescendo, qui sont montées progressivement. D'abord, à plusieurs reprises, il a essayé de l'embrasser de force et il trouvait tous les moyens possibles pour la toucher sexuellement. Elle raconte que au fur et à mesure des semaines, des mois qui passaient à son service, elle était dans une véritable peur de se retrouver seule avec lui dans une pièce. Et elle avait développé, elle nous le racontait, des techniques pour essayer de se prémunir de ça, de se munir d'un grand calepin pour essayer d'avoir une protection physique entre elle et lui. On est aussi à une époque où il n'y a pas encore de téléphone portable et elle nous disait que justement, quand elle le sentait trop pressant, elle se débrouillait pour simuler un appel à l'extérieur sur un téléphone fixe et pour sortir de la pièce. Et lui, progressivement, s'est rendu compte à la fois de ses stratagèmes d'évitement et puis qu'il ne parviendrait pas à ses fins avec elle. Christina Svensson vous raconte qu'elle est restée 2 ans au service de Mohamed Al-Fayed. Elle avait peur qu'une démission trop rapide fasse tache sur son CV, que ça provoque des questions qu'elle préférerait éviter. Elle dit qu'elle a aussi été sous emprise de l'homme d'affaires et puis, surtout, avec le recul, elle vous dit qu'il est impossible que l'entourage du milliardaire ait ignoré ce qu'il se passait avec elle et tant d'autres femmes et qu'il y avait bel et bien un système en place autour de lui pour lui permettre de sévir dans l'impunité. Ce système, il ne peut pas fonctionner si, à différents endroits, il n'y a pas des rouages, des petites mains, si je puis dire, qui vont faciliter le recrutement des jeunes femmes pour le compte de Al-Fayed. Et c'est la conviction de nombreuses victimes, que ce soit en Angleterre, que ce soit en France, qui disent aujourd'hui, mais en fait, beaucoup de gens savaient. Et notamment en France, parce que toute la chaîne hiérarchique de l'hôtel Ritz, à ce moment-là, c'est bien sûr qui est son patron. Al-Fayed
Al-Fayed, quand il vient en France, à son bureau, au Ritz, on a des jeunes femmes qui toutes, à un moment, sont rentrées dans une forme d'engrenage. Alors ça part de cabinets de recrutement, qui peuvent être des cabinets extérieurs, et qui vont faire les intermédiaires avec Al-Fayed. Et puis aussi, c'est ce qu'on nous dit, certaines assistantes historiques du Ritz, qui, pour certaines, y sont restées jusqu'à 15, 20 ans, et dont on nous dit aujourd'hui qu'il leur aurait été difficile de ne pas savoir ce qu'il se tramait. Le 24 octobre dernier, Nicolas Jacquard vous révélait dans les pages du Parisien qu'une enquête a été ouverte par le parquet de Paris dans l'affaire Al-Fayed pour des faits de traite des êtres humains. Et cette enquête, elle fait suite aux révélations d'une nouvelle victime. Oui, cette victime s'appelle Pelham Spong, elle a 40 ans, elle est également américaine et de la même manière que Christina, c'est une jeune femme qui est venue faire ses études à Paris, qui est venue apprendre le français et qui à un moment a cherché du travail. Par contre, quand les faits concernant Christina se passaient entre 1998 et 2000, cette fois, pour Pelham, on est sur une période beaucoup plus récente et donc ça peut jouer, par exemple, pour la prescription. On est là en 2008 et à nouveau, on a une jeune femme qui va être recrutée par Al-Fayed. Et Pelham, ce qu'elle va nous dire, c'est qu'elle a été contactée par un cabinet de recrutement qui lui explique qu'un milliardaire cherche une jeune femme en tant qu'assistante personnelle. À nouveau, elle va découvrir un petit peu sur le tard qu'il s'agit de Mohamed Al-Fayed. Elle va nous raconter aussi ce sentiment qu'elle a de ne pas vraiment être là pour un travail concret parce qu'on l'a fait attendre plusieurs jours, on lui pose des questions et Mohamed Al-Fayed, le premier, va lui poser des questions sur sa vie privée, sur sa vie intime et même elle va faire ce que toutes les autres victimes d'Al-Fayed ont décrit, elle va être obligée à un examen médical, un examen gynécologique. Pour quelles raisons est-ce qu'on leur fait passer un examen gynécologique ? En fait, cet examen, il était demandé par Al-Fayed lui-même et s'il l'était, c'était très simplement parce qu'en fait, il voulait s'assurer que s'il avait des rapports sexuels avec elle, eh bien, elle n'avait pas de maladies sexuellement transmissibles, par exemple, et puis que d'une manière générale, elles étaient en bonne santé physique. Donc on a vraiment le sentiment d'un homme d'affaires qui va acheter quelque part du bétail. Globalement, les deux femmes dont vous avez recueilli les témoignages décrivent un très grand contrôle de la part de Mohamed Al-Fayed. Oui, et moi, les deux témoignages que j'ai recueillis, qui sont celui de Christina et celui de Pelham, sont véritablement et très étrangement similaires. Et c'est aussi ce qui donne cette notion de système. Et il y a un point que toutes les deux ont évoqué, qui est ce sentiment d'oppression, de coercition, qu'elles n'étaient jamais véritablement à l'aise quand elles étaient dans les locaux de Al-Fayed, quand elles étaient en sa présence. Et ça, c'est quelque chose que d'autres victimes ont également décrit, notamment auprès de la BBC, parce qu'en fait, il y avait un véritable système de vidéosurveillance qui est d'abord celui des magasins et dont Al-Fayed se servait pour observer en fait ces jeunes femmes. Toutes me disaient, on avait vraiment le sentiment d'être suivi, qu'il était au courant de nos moindres faits et gestes. Par exemple, Christina m'expliquait que quand elle séjournait dans la villa de Saint-Tropez, il y avait des femmes de ménage, par exemple, qui travaillaient là-bas et qui lui avaient dit « Faites attention, il sait tout, il écoute tout et il voit tout ». Pelham Spong, dont vous avez recueilli le témoignage, vous explique qu'elle a envisagé de porter plainte à l'époque. Qu'est-ce qui l'a retenue ? Alors, plein de choses, mais souvent, c'est un reproche assez récurrent aux victimes de violences sexuelles. On leur dit, mais pourquoi vous avez attendu aussi longtemps de parler ? Et à cette question, Pelham a des réponses très précises. D'abord, quand les faits se sont produits en 2008, très vite, elle a voulu en parler. Et 2008, on l'avait dit, c'est l'année où il y a cette adolescente qui a dit avoir été embrassée de force par Al-Fayed. Et Pelham a vu les articles, elle a vu en fait comment on remettait en cause la parole de cette victime. Elle s'est dit, voilà, on ne l'a pas cru elle, pourquoi on me croirait moi ? Elle avait parfaitement conscience des faits dont elle avait été la victime, c'est resté, et en fait au fil de toutes ces années, elle s'est dit à un moment, il va falloir que j'en parle. Elle l'a fait. En 2017, à ce moment-là, elle porte plainte auprès de la police anglaise, mais l'enquêtrice en chef lui dit, écoutez, vous êtes la seule, non, il n'y a jamais eu de problème avec monsieur Al-Fayed. Pelham découvrira des années plus tard qu'à ce moment-là, elles étaient 5 femmes à avoir déposé plainte en même temps qu'elle. Donc il y avait déjà cette notion de victimes multiples, mais la police anglaise n'a pas donné suite et les enquêtes n'ont pas abouti. La police de Londres a d'ailleurs présenté ses excuses aux victimes de Mohamed Al-Fayed cet été.
Oui, et ça c'est rarissime aujourd'hui avec l'ampleur du scandale que représente cette affaire Al-Fayed en Angleterre, mais aussi maintenant désormais en France. Eh bien, la police anglaise, la Metropolitan Police de Londres, a été obligée de faire son mea culpa. Voilà, alors que l'on croit ou non à la sincérité de ces excuses. En tout cas, il y a clairement eu un avant et un après le documentaire de nos confrères de la BBC. Et puis, on le disait, il y a aujourd'hui véritablement cette notion de potentiel complicité dans les agissements d'Al-Fayed, dans le recrutement de ces jeunes femmes. Alors aujourd'hui, on a des autorités françaises qui semblent avoir pris la mesure de ce qu'il s'est passé, avec un parquet qui a saisi un office central de police judiciaire spécialisé justement dans la lutte contre la traite des êtres humains. Et aujourd'hui, les victimes de Al-Fayed sur le sol français, à commencer par Pelham Spong, nous disent qu'elles ont toute confiance dans la justice et dans la police française. Merci à Nicolas Jacquard, grand reporter au service police-justice du Parisien. Cet épisode de Code Source a été produit par Anaïs Godard, réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à vous abonner à Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube. On vous invite également à écouter notre podcast entièrement consacré aux faits divers, Crime Story, chaque samedi, une nouvelle affaire criminelle racontée par la journaliste Claudia Prolongeau avec Damien Delseny, le chef du service police-justice du Parisien.